commencer l'histoire. Toujours satisfaisant ce tapping. Alors, il est inutile de présenter en long, en large, la série Mario Kart, son contenu, ses circuits, ses items et la raison qui fait qu'elle est instantanément devenue l'une des licences les plus adulées de toute la préhistoire. Quand bien même vous n'avez pas découvert cette saga avec l'épisode fondateur en 1992, Super Mario Kart, sous la seule console Super Nintendo, vous connaissez déjà forcément le principe du jeu. Quel joueur occasionnel ou expérimenté n'a pas encore usé ses pneus sur le bitume de la fameuse Mushroom Cup? Qui n'a jamais explosé de joie après un tir réussi de carapace verte ou rouge contre un ami qui vous tenait en échec dans la battle mode? Ne doutons pas un seul instant que, si vous lisez ces quelques lignes en ce moment, c'est que vous faites déjà sûrement partie des fans de cette série, dont le gameplay est aussi limpide que profond, continue de passionner tous les publics depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, je dirais même plus de 30 ans. Plus qu'un descriptif, nous avons voulu vous faire découvrir la genèse de chaque épisode. En pénétrant dans les coulisses de la série, nous allons voir comment chaque volet a été conçu, avec des témoignages parfois inédits en France de leurs créateurs. Une façon de porter un regard nouveau sur la série Mario Kart et son dernier épisode en date, Mario Kart 8 sur Wii U. Alors évidemment, ce livre est sorti lorsque Mario Kart 8 est sorti, à l'époque sur Wii U, puis porté sur la Switch, sous l'intitulé Mario Kart 8 Deluxe. En bref, en peace et welcome to Mario Kart. Donc c'est Florent Georges qui a écrit ça. Voilà. Le Mario Kart préféré des Français. Donc il y a un petit sondage. Voilà, il y a un petit sondage là. Bon, on n'a pas fait le focus, mais c'est pas très grave. Un sondage a été réalisé en avril 2014 auprès des gamers français. 1668 internautes ont ainsi répondu à la question suivante. J'y avais répondu à l'époque. Quel est votre Mario Kart préféré? Et voici les résultats. D'ensemble sont des Français toutes générations confondues. En première position, arrivait Mario Kart Double Dash sur GameCube, sachant que Mario Kart 8 n'était pas encore sur le marché. 31%. Ensuite, en deuxième position, arrive Super Mario Kart avec 20%. En troisième position, Mario Kart 64 avec 17%. Ensuite, Mario Kart DS avec 13%. Mario Kart 8 seulement 9%. Mario Kart 7 6%. Mario Kart Super Circuit au Game Boy Advance 3%. Et enfin, Mario Kart Arcade GP. Dans les soldes d'arcade, c'était très rare de trouver ça. 1% seulement. Donc ils ne sont pas très nombreux. Donc il y aura 9 chapitres. Donc 9 vidéos. Voilà. Alors elles sont pas toutes, elles sont pas proches les unes des autres. Pour éviter la lassitude. Une vidéo lecture sortira toutes les 3 semaines. Voilà, pour vous donner une idée. Donc on alterne vidéo lecture,
terminé. Tous les mercredis. Chapitre 1. Super Mario Kart. Super Mario Kart. On a souvent, à tort, attribué la paternité de la série Mario Kart à Shigeru Miyamoto, le papa de Super Mario. Certes, il a donné naissance au célèbre plombier, mais Nintendo a rapidement adopté et confié ce dernier à toutes ses équipes de développement. De fait, l'utilisation du nom Mario dans un nouveau titre n'implique pas obligatoirement que Miyamoto en soit l'origine. En l'occurrence, ici, c'est plutôt à deux autres hommes, encore trop méconnus des joueurs, que l'on doit l'immense licence qu'est Mario Kart. Hideki Kono et Tadashi Sugiyama. Ce sont eux qui sont chargés de d'imaginer le jeu et de lui donner vie. Miyamoto, quant à lui, sera cantonné au poste de producteur, dont la mission est d'obtenir un budget, d'établir un planning, de réunir une équipe et éventuellement de donner son avis concernant telle ou telle idée. Lui-même, dans de nombreuses interviews, avouera n'avoir joué qu'un rôle de simple observateur pendant la création du jeu. Le développement de ce qui deviendra Super Mario Kart sur Super Nintendo débute ainsi pendant l'automne 1990, soit quelques semaines avant même la sortie officielle de la 16-bit au Japon, appelée Super Famicom. Ce départ correspond à peu de choses près à la fin du développement de F-Zero. F-Zero que je possède dans ma collection. Jeu de course futuriste et porte-drapeau technologique de la machine, dont, avec son célèbre mode 7, perce dans les pseudo-effets 3D. Très impressionnant pour l'époque. Évidemment, aujourd'hui, la 3D, c'est indispensable, alors qu'à l'époque, c'était pas monnaie courante. Mais Nintendo ne souhaite pas particulièrement apporter une suite à ce F-Zero et songe plutôt à repenser l'expérience de jeu en permettant cette fois à deux joueurs de s'amuser ensemble. En effet, il s'avère que les programmeurs, encore peu habitués à ce nouvel hardware de 16 bits, ne sont pas parvenus à proposer un mode de joueur à F-Zero. Leur mission est donc alors d'en reprendre des recherches et des tests afin de trouver des solutions pour combler leurs lacunes. Et rapidement, les premiers résultats tombent, scinder l'écran en télé en deux afin d'offrir aux joueurs des courses en duo et en temps réel et envisageable. Sauf que le processeur central de la console n'est pas assez puissant pour conserver la vitesse hallucinante de F-Zero. D'ailleurs, les programmeurs ont beau tout essayer, la vitesse de défilement de l'écran est immanquablement divisée par deux. Si Nintendo souhaite proposer des courses de bolide en multi, il faudra tirer un trait sur l'aspect vitesse. C'est sur cette base de réflexion que Miyamoto confie à Hideki Kono et Tadashi Sugiyama en avril 1991 le soin d'élaborer un nouveau jeu de course jouable à deux sur la Super Famicom. En Europe, c'est Super Nintendo. Très rapidement, les deux hommes réfléchissent et tombent d'accord, puisque les sensations de vitesse type Formule 1 sont à proscrire. Les compétitions devront se pratiquer avec des véhicules plus lents, et pourquoi pas des voitures de rallye ou bien encore des karts. À ce propos, Sugiyama expliquera dans une interview au Japon en 1992. Il parle: au début du développement, nous faisions quelques recherches en achetant des kits de genre introduction au karting ou bien en regardant des vidéos de concours de dérapage. Le karting semble être la meilleure piste car cette activité possède deux facettes bien distinctes. Le karting est évidemment considéré comme un sport, mais également largement pratiqué de façon
boisson conviviale entre amis. L'esprit du kart correspond donc parfaitement à la demande hiérarchique de Nintendo, qui est de développer un jeu de course fun et multijoueur. Saisissant l'occasion au vol, les deux hommes demanderont immédiatement à Miyamoto l'autorisation de se rendre sur un véritable circuit de karting afin de poursuivre leurs recherches. Cynique, Miyamoto rétorque que l'équipe de F-Zero n'a pas eu besoin de conduire des Formule 1 pour développer son jeu. Mikono et Sugiyama, passionnés par les sports automobiles, insistent. Ils estiment et avancent à leur supérieur que, pour davantage de réalisme et une meilleure compréhension du sujet, il est fondamental qu'ils s'adonnent à ce sport pendant quelques heures. Miyamoto cède et voilà comment, au printemps de l'année 1991, la petite équipe se rend plusieurs jours dans le gigantesque parc de loisirs Nemonosato, près de la ville de Shima, dans le département de Mie au Japon. Situé au bord de l'océan Pacifique à plus de 170 km en voiture des studios de Nintendo, ce parc accueille en son sein... Ah, zut, là j'ai collé. Donc le parc accueille en son sein un parcours de golf, d'innombrables activités sportives en nature et surtout un magnifique circuit de karting, malheureusement fermé en 2013. Après ces quelques jours de franche rigolade entre collègues, c'est décidé, leur nouveau projet sera un jeu de cartes. Hideki Kono se souvient que le choix de ce sport leur a également permis de surfer sur une bonne dynamique. En plus, à cette époque, les médias montraient que Ayrton Senna et Aguri Suzuki, anciens pilotes japonais de Formule 1, s'adonnaient fréquemment à la pratique du karting. Grâce à cela, ce sport a connu un important boom au même moment. On s'est dit, là qui il rigole. Les plus observateurs auront remarqué que Super Mario Kart est le premier jeu de course moderne à ne pas proposer l'affichage de la vitesse à l'écran. Un comble pour un jeu de ce genre, n'est-ce pas? Pendant un temps, il fut envisagé de l'insérer, mais il fut aussitôt rejeté. Kono nous donne une explication. Il y a des compteurs dans pratiquement tous les jeux de course, mais la recherche de la vitesse n'est pas la priorité en carte et nous avions peur qu'il y ait trop d'éléments à l'écran avec le classement, la map, le slot item, etc. Ça aurait fait trop de compteurs d'un coup. Avec une lucidité certaine, Sugiyama complète les propos de son collègue, surtout qu'en carte, ça se traîne à 80 km/h maximum. Donc franchement, pas besoin d'un compteur pour si peu. Plus que les sensations de vitesse procurées par F-Zero, Nintendo se focalise sur un autre élément, la convivialité. Et c'est ce qui caractérisera le plus la série. Mario Kart, au-delà d'un jeu de course, c'est avant tout un défouloir entre amis. D'ailleurs, Miyamoto nous explique que l'équipe s'est surtout concentrée sur l'élaboration du mode battle. Vous voyez, nous dit-il, il n'y avait là aucune notion de course puisqu'il n'y a pas de ligne d'arrivée à franchir. Sugiyama et Kono passent donc le plus clair de leur temps à mettre au point des duels en cartes. Mais la tâche est loin d'être aisée. Le mode battle a rapidement été programmé et rendu jouable, sauf qu'en l'état, il n'avait aucun intérêt. On disposait juste d'une aire de jeu sans obstacle et les deux joueurs se contentaient de rouler indéfiniment en espérant pouvoir toucher leur rival. Au début, on avait doté les véhicules d'ersatz de mitraillettes avec lesquels on tirait des balles. Et dès qu'on parvenait à toucher l'adversaire, on gagnait un point. Mais comme l'arène était vide, sans obstacle, on n'arrêtait pas de tourner en rond et au bout de 5 minutes, on était pris de violents tournis. Il est curieux de constater qu'à ce stade de l'histoire, personne n'a encore eu l'idée d'insérer Mario et toute sa clique dans ses véhicules sans doigts. Le graphique attitré du jeu, un certain Mori. Alors, regardez plutôt
ces personnages. Voilà, ça c'est les personnages du jeu. Les cartes là que vous voyez. C'est seulement contenté. Maurice est seulement contenté de réaliser des personnages en salopette de mécano et affublé d'énormes casques sur la tête. Utiliser Super Mario est une idée qui ne leur viendra que 3 ou 4 mois plus tard. Shigeru Miyamoto, dans une interview de la série Iwata Demande, expliquera d'ailleurs au sujet de ce déclic. Au départ, on ne parlait même pas de course. Il s'agissait juste de cartes qu'il s'est déplacées librement sur une arène. Puis, on a remarqué que c'était amusant d'arrêter une voiture et de regarder l'autre débouler en sens inverse. Nous avions donc décidé de voir ce que ça donnerait avec Mario dans l'un des cartes, et là, tout le monde a trouvé que c'était encore plus amusant. Qui sait, peut-être que le graphiste avait dessiné la salopette de ce personnage, avait envisagé dès le début la possibilité d'en faire un jour un Mario. En prouvant bien qu'au départ, personne ne pense à utiliser Mario, mais plutôt des pilotes mécanos. L'équipe Todd, le jeu d'items bonus qui n'ont rien à voir avec l'univers du héros moustachu. En plus de la mitraillette précédemment citée, les pots de banane que nous connaissons tous sont à l'origine de simples petits bidons d'huile. Que l'on précise à ce sujet, si vous en balanciez une sur la piste, l'huile se répandait et faisait partir le carte adverse en tête à queue. Et Kiko nous reparle de ces anecdotes bien des années plus tard, en juillet 2012, dans une interview publiée sur le site gamecult.com. Ça commence à dater ce site, n'est-ce pas? Et par bonheur, le game designer se montre plus précis, notamment dans la chronologie que son supérieur Miyamoto. Au départ, il ne devait pas du tout y avoir de personnages de l'univers de Mario dans Super Mario Kart. Juste des pilotes de course modélisés de façon plutôt réaliste. Ils portaient tous la même combinaison, seuls le véhicule était différent, et, au final, rien ne ressortait vraiment du jeu. Il n'y avait rien de spécial. Un jour, quelqu'un a proposé de remplacer les barrettes d'huile par des pots de banane pour apporter un peu de couleur. On a ensuite pensé que les bananes coloreraient mieux avec Donkey Kong, et de fil en aiguille, on a fini par ramener d'autres personnages liés à Mario. À propos des bonus, il est intéressant de découvrir qu'à ce moment-là, le sujet a suscité de nombreux débats en interne. L'utilisation d'items est-elle judicieuse dans tout le jeu, ou bien faut-il le limiter au simple mode bataille en arène? La réponse pourrait sembler évidente aujourd'hui, mais quand on se replonge dans le contexte de l'époque, on comprend que la question est légitime. En effet, l'équipe de développement ne sait pas encore comment les joueurs réagiront face à une telle idée. Concrètement, avec l'utilisation d'items, le classement sur la ligne d'arrivée ne dépend plus uniquement du talent des joueurs et des pilotes, mais désormais également de leur chance au tirage. Or, au début des années 90, il n'est pas écrit que les gamers accepteront que le facteur hasard vienne remettre en cause leur dextérité. Et leur résultat, de fait, les joueurs ne voudront-ils pas Super Mario Kart parce qu'ils chamboulent tout, leur pratique. Kono confirme les craintes alors. L'obtention d'items fort repose en partie sur la chance, et lorsqu'on s'est posé la question de savoir comment réagiraient les joueurs assidus de F0 si un adversaire moins bon que parvenait à la barre seulement parce qu'il a eu de la chance au tirage, jamais il ne le tolérerait. Voilà pourquoi au début dans le mode Grand Prix de Super Mario Kart, on avait décidé, un peu par dépit, de proposer aux joueurs deux types de championnats, avec ou sans item, mais l'équilibre des forces et les probabilités d'apparition des items ont petit à petit été améliorées.
si bien que, même en perdant, les utilisateurs n'en ressortiraient pas frustrés. Et puis on a vite compris que, pour un joueur médiocre, parvenir à gagner in extremis contre quelqu'un de bon, c'était aussi quelque chose de motivant. C'est vrai que des fois c'est chaud. Bref, on a finalement décidé de ne plus laisser le choix et d'imposer les items, même dans les grands prix en multijoueur. À ce propos, Miyamoto complète les dires de son compère et partage avec nous une véritable leçon de game design. Sans ces bonus, la course se limiterait à un concours de force et resterait sans surprise en cas d'écart de niveau entre joueurs. Et la roulette d'item apporte justement de la surprise et procure des sensations. Avec cette roulette, finalement, tout le monde a peur. Celui qui est en tête de course a peur que son rival juste derrière lui récupère une carapace rouge. Et celui qui est à la traîne stresse à l'idée de ne recevoir qu'une peau de banane. Bref, cela apporte de la tension, de l'adrénaline et du suspense. Voilà pourquoi, en tant que développeur, on tenait absolument à implanter cela. Le fait que les joueurs se demandent à chaque tour quel item va sortir suffirait à rendre le jeu plus amusant encore. Et c'est vrai que moi quand je joue, surtout quand je suis derrière, je me dis, allez, un petit peu d'étoile là, histoire de remonter. Plus que jamais, en prenant cette décision ô combien importante pour l'histoire de la saga, Nintendo prouve sa volonté de proposer des courses qui se limitent pas qu'à la vitesse. Ici, c'est le fun en multijoueur qui prime, avec les retournements de situation, les imprévus et tous les facteurs inattendus qui viennent rendre les parties bien plus conviviales qu'un simple duel en time trial. Le pari est d'ailleurs relevé haut la main, puisque à sa sortie, Super Mario Kart se hisse immédiatement parmi les jeux les plus appréciés de l'histoire de Nintendo. Au Japon, il devient le titre le plus vendu de la console, avec 3,82 millions d'unités écoulées, devant Super Mario World, 3,54 millions. Au total, il se vendra plus de 8,7 millions de Super Mario Kart à travers le monde. J'en possède 2. Et ce qui constitue, selon le site wgcharts.com, je pense que c'est la 4e meilleure vente de software de la console. Entre autres, le jeu est aujourd'hui fréquemment cité dans d'innombrables sondages comme l'un des titres les plus influents et marquants de l'histoire du jeu vidéo. La prouesse réalisée est d'autant plus impressionnante qu'il convient de rappeler que Super Mario Kart n'a été développé que par une petite dizaine de personnes en moins d'1 an et demi. Et voilà l'image du podium de Super Mario Kart. Voilà, on avait ça comme image. Voilà pour l'histoire de Mario Kart sur Super Nintendo. C'est vrai que quand on réfléchit, eh ben, ça vient de loin. Moi j'ai joué à F-Zero. Alors j'ai joué à F-Zero après Mario Kart. Et je dois avouer que mon expérience avec Mario Kart, Super Mario Kart, c'est resté dans la tête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je prends une manette de Super Nintendo et que je joue à Super Mario Kart, je vais kiffer de ouf parce que j'aime bien Mario Kart. Mais ce jeu-là est indémodable. Il fait partie de toute ma jeunesse. Sans doute un des jeux auxquels j'ai le plus joué. Voilà. Voilà pour le premier chapitre de ce livre. Le deuxième chapitre, ça sera Mario Kart 64 sur Nintendo 64, hein, qui est le deuxième opus de Mario Kart. Voilà. La vidéo touche à sa fin. J'espère que ce petit moment de lecture vous aura détendu et vous aurez peut-être appris des choses sur Mario Kart sur Super Nintendo. Quand on y réfléchit aujourd'hui, si ce jeu-là n'était pas sorti à l'époque, qu'est-ce qu'on aurait aujourd'hui? On sait pas. Donc voilà, ça fait partie de l'histoire du jeu. J'espère que vous allez apprécier
vous avez apprécié ces petits moments de détente. Je vous dis bye bye et je vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo One Triggers Only. Au revoir.